Très important pour avancer l'agenda du développement et affaires humanitaires dans la RDC. Alors aujourd'hui, le thème c'est la réduction des besoins humanitaires et on aura un panel qui sera introduit bientôt par notre modérateur Richard Obama. As Chestin was mentioning, I just returned from a brief visit to North Kivu. We started, in fact, this visit over there to follow up on the humanitarian situation. And firsthand, we could definitely witness the immense and dire conditions that are being faced by the displaced community seeking refuge in the outskirts of Goma. Une question cruciale, c'est aussi le relèvement. La plupart des crises qui sont arrivées n'ont pas connu de relèvement. Or, s'il ne fait pas des actions de relèvement, du coup, les crises anciennes deviennent des facteurs potentiels pour de nouvelles crises. De parler justement donc, de la localisation et son importance, bien sûr, dans la réponse humanitaire et ici en RDC. Le directeur des opérations humanitaires de SILA l'a bien dit aussi, l'engagement de la Suède particulièrement dans cet agenda de localisation. Je vais commencer avec M. Danlo, chef de mission de l'USAID. Pourquoi la localisation est-elle une prioritaire pour l'USAID et comment vos équipes ont-elles soutenu les organisations humanitaires locales en RDC? Merci beaucoup à l'ambassade suédoise pour l'invitation. C'est un grand plaisir d'être ici aujourd'hui et de discuter franchement une chose qui est une vraie priorité pour le gouvernement américain, non seulement ici en RDC, mais dans tous les pays là où nous travaillons, là où le USAID travaille pour la localisation. On peut dire peut-être que c'est la première priorité pour nous dans notre travail. Et d'abord, je dois juste dire, qu'est-ce que c'est la localisation pour le USAID, pour le gouvernement américain? Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Nous sommes une organisation qui fait les contrats, les dons aux différents ONG, normalement internationales. Et on a une longue histoire de ça depuis 1960. Avec un budget actuellement le budget de USAID ici dans ce pays c'est à peu près 1,4 milliard de dollars. Normalement les contrats sont grands, 40 millions, 50 millions, 100 millions de dollars. Et ça veut dire que nous pouvons faire pas trop de contrats et comme ça nous n'avons pas beaucoup d'unités de gestion. Avec la localisation, c'est une approche complètement différente. C'est une approche qui veut dire qu'en lieu des ONG internationales, on donne l'argent directement aux ONG, aux organisations locales. Now, depuis longtemps, nous avons fait fait ça par les ONG internationales. C'est-à-dire qu'on a utilisé les ONG internationales comme intermédiaires pour les bourses de dons pour les ONG locales. Et notre leadership au niveau de Washington a clarifié que ça, ce n'est plus ça, ce n'est pas la localisation. Pour nous, localisation, c'est un contrat ou un don direct, un accord direct avec une organisation locale. Notre cible pour les prochaines quelques années, ça veut dire qu'on va essayer d'avoir 25% de tout le budget de tous nos contrats et dons par l'année 2025, 25%, et pour l'année 2030, ça sera 50%.
Et juste pour dire que si vous êtes une organisation locale, nous avons un website www.workwithusaid.gov et nous avons traduit tous en français et nous sommes en train de faire ça en lingala et swahili aussi pour aider le travail. Mais la localisation, c'est plus que juste de donner les données et les contrats. Il y a beaucoup de choses pour bâtir la capacité qui va avec ça. Et ce n'est pas pour dire seulement les organisations locales, mais on va commencer là. Si vous êtes une organisation locale et vous êtes habitué de faire le travail avec, je ne sais pas, disons $100,000 par année, et tout à coup vous avez un contrat avec l'USAID pour $500,000 par année, ça c'est une grande différence. Hein? Et le changement d'organisation et toutes les demandes que nous avons pour la comptabilité et le reportage, ça veut dire qu'il y a un processus pour bâtir la capacité au niveau des ONG locales. Mais aussi pour nous, pour le USAID, il y a aussi un processus de développer interne la capacité pour gérer tous les dons comme ça, tous les accords comme ça. Parce que ça, ce n'est pas une chose que nous sommes habitués à faire. Nous ne sommes pas les experts de développement organisationnel. Disons, nous sommes les experts dans la santé ou bien de croissance économique, comme ça. Mais le but finalement, c'est d'élever les voix locales et de donner la force et la compétence et la responsabilité finalement au niveau local. Parce que, à notre avis, à la fin de la journée, les solutions, les interventions, les actions sur le terrain seront plus efficaces, plus durables et plus bien formulées pour les situations au niveau local. Donc, nous sommes très contents de continuer avec ça et d'adresser ça pour le reste de cette administration, de Biden administration, mais d'être honnête, on a le sens que dans la prochaine administration, ils vont continuer ça comme priorité et peut-être même d'accroître ça, de pousser plus sur ça comme une priorité. On peut discuter ça pour longtemps, mais je crois que je vais arrêter là. Merci. Vous avez aussi bien sûr partagé donc quelques appréciations. Bon, on va faire l'implémentation de localisation. Nous sommes en train de faire l'implémentation de localisation dans tous les différents secteurs, soit santé, éducation, mais une zone là où on va faire ça, c'est dans l'aide humanitaire. Et déjà, BHA, notre agence pour l'aide humanitaire, c'est en train de faire ça. On a réalisé, on a invité les partenaires de soumettre les propositions. Et actuellement, on a les partenaires avec 5 organisations locales. Et jusqu'au novembre, nous avons 8 de nos partenaires, de 45 partenaires qui sont en train de faire l'implémentation, c'est les partenaires locaux. Finalement, nous avons l'idée que les interventions seront plus efficaces, plus durables, et l'argent va rester ici dans le pays. C'est-à-dire qu'avec les ONG internationales, avec les Nations Unies et les autres partenaires que nous avons normalement, il y a une partie d'argent qui quitte le pays dans les salaires des expatriés, des choses comme ça. Dans notre avis, l'argent qui est destiné pour un pays doit rester ici. Voilà. Merci. Une dernière question pour vous. Vous avez bien compris que l'agenda de localisation. Bon, je crois que la plus grande chose, c'est la durabilité
et la spécificité, c'est-à-dire que les interventions sont appropriées pour les communautés qui sont les bénéficiaires de et nous espérons pendant les prochaines 10 ans que notre impact sera plus profond et ça va produire encore plus de capacités locales dans le pays pour adresser les problèmes locaux. On peut toujours demander les ONG internationales de venir pour proposer les solutions, mais à notre avis, et je crois que c'est clair que si les solutions et les capacités pour faire implémentation des solutions, ça vient d'ici au Congo, ça veut dire que la durabilité des solutions sera là, mais aussi qu'il y aura un nouveau cadre des experts, des ONG et des ressources humaines ici dans le pays pour adresser les défis dans l'avenir. Merci. À votre avis, quelles opportunités ont été manquées dans la mise en œuvre de l'approche du triple nexus pour réduire les besoins humanitaires? Merci beaucoup pour la question posée. J'ai demandé d'abord dire un grand merci à la Suède. Il y a de cela longtemps que nous avons essayé de ça et là, et c'est pour nous en tout cas le premier privilège que nous venons de recevoir de la Suède, de nous inviter à participer dans une manifestation aussi importante, aussi nécessaire comme celle-ci. Alors, les opportunités manquées, il y en a beaucoup, mais je m'en vais énumérer certaines. Il y a par exemple l'opportunité d'impliquer les acteurs locaux dans la planification. Nous avons souvent l'habitude d'être contactés quand il y a des allocations, par exemple. L'habitude d'être appelé quand on a un appel à manifestation d'intérêt. Mais si les acteurs locaux sont impliqués dès la planification d'une activité, cela serait une opportunité nécessaire à saisir. La deuxième opportunité, c'est de renforcer la résilience communautaire. Pourquoi renforcer la résilience communautaire? Nous le savons tous, comme disait un philosophe d'ailleurs, Karl Marx, qui estimait que l'infrastructure détermine la superstructure. Il n'est pas assez facile de se retrouver dans un camp de déplacés internes, venir avec des activités de protection, venir avec des activités VVG ou encore en prédication, si la personne en question n'a pas eu le temps de manger, si la personne en question n'est pas en mesure en fait de répondre à ses besoins alimentaires. D'où la nécessité de renforcer la résilience de l'humanité, peu importe les lieux où il se trouve. La troisième opportunité, c'est de promouvoir systématiquement alors les activités de cohésion sociale dans le projet en pleine rédaction. Pourquoi? Parce que nous avons dit aujourd'hui, il est possible de faire des activités sécuritaires et d'y impliquer les activités de protection des déchets. Pourquoi ne pas, franchement, prendre en compte aussi les activités de cohésion sociale dans tous les projets qui peuvent être mis en œuvre? Il y a également l'opportunité d'investir plus alors dans l'autonomisation des femmes rurales et des jeunes au niveau régional. On se rend compte, surtout nous autres, nous intervenons beaucoup plus avec les fonds de l'USAID, qui est un partenaire pour nous, et les fonds du fonds humanitaire, dans les champs communautaires que nous développons. On va se rendre compte que 80% à 90%, c'est des femmes, c'est des jeunes qui interviennent dans les activités. Et donc, il est nécessaire de renforcer l'autonomisation des communautés, surtout de la femme rurale et des jeunes dans les projets que nous avons à mettre en œuvre. La dernière opportunité, quant à la question posée, c'est de faire en réalité une évaluation continue et une adaptation régulière des activités ou de l'approche Nexus. Parce que si on le fait ainsi, on serait à mesure d'évaluer d'où nous venons
et d'adapter très vite alors les interventions. Ma deuxième question, c'est comment l'intégration des initiatives humanitaires de développement et de paix peut être améliorée selon votre expérience? Merci beaucoup. C'est vrai, c'est du choc des idées que j'ai eu la lumière. Je pense effectivement qu'il est possible de proposer également quelque chose là-dessus. Il faut en premier lieu développer des coalitions de partenaires locaux fortes. Si par exemple je prenais les cas aujourd'hui pour les cas des partenaires du Fonds humanitaire mondial et USAID, nous avons des partenaires en santé comme Saint-Luc, et USAID a terriblement alors fourni en capacité, fourni en ressources, je ne sais pas quoi là. Nous avons des acteurs comme en sécurité alimentaire, et USAID a renforcé en s'appuyant sur l'expérience du Fonds humanitaire. Nous avons des acteurs comme Tibio, nous avons beaucoup d'acteurs en fait. Si on serait à mesure de prendre ces acteurs et développer des mécanismes pour qu'ils soient à mesure de mettre des projets de grande envergure dans un endroit déterminé, je pense que les résultats seront davantage palpables, parce que c'est des organisations qui n'ont pas un problème d'accès. Ils ont la possibilité d'aller où les autres ne veulent pas aller. La deuxième approche, c'est l'approche du financement flexible et beaucoup plus à long terme. Je vous donne un exemple. On exécute un projet du Fonds humanitaire à Kwamouth. Le projet est en train d'étendre vers la fin, qui a eu l'avantage d'être visité d'ailleurs par certains diplomates, qui nous a fait très plaisir. Mais on se rend compte que c'est un projet d'urgence. Si on n'a pas les ressources beaucoup plus flexibles qui amèneraient les mêmes bénéficiaires qui ont profité de ces projets vers des activités de ressources et plus tard vers les activités de développement, vous vous rendrez compte qu'il y allait après peut-être que tous ces efforts-là sont retombés dans l'eau. Donc une approche des développements de financement flexible et à long terme serait également salutaire pour ces programmes IRESUF. Il y a également l'inclusion des activités de cohésion sociale, c'est très important. Nous avons observé effectivement que dans les champs communautaires, il n'y a pas de tabou. Pourquoi ne pas également faire des activités de cohésion sociale quand on a affaire à des activités comme ça? Et la dernière, le renforcement de la résilience économique, également pour des projets humanitaires, je ne sais pas, d'Inexus, et pourquoi pas de développement, pour que ces projets soient de générer après des revenus aux communautés. Et enfin, le suivi et évaluation intégrée avec une perspective de ressources dans toute action. Que ce soit humanitaire, parce que l'humanité a tout lié dans ce il faut effectivement, comme aujourd'hui estime les bailleurs des fonds, et responsabiliser également davantage alors les acteurs nationaux. Merci. Merci beaucoup. C'était le 4e panéliste. Mais il est...